Bonsoir, bonsoir à nouveau avec notre 30e anniversaire, j'allais dire. J'espère bien, mais je serai plus là. Notre 30e webinaire de Carep Paris avec ce nouveau froid et confinement qui s'annonce. Alors, on est tous présents devant nos écrans à suivre des choses intelligentes, partagées avec vous de Paris et du sud de la France et où se trouve notre hôte, notre invité ce soir. Alors, nous sommes ce soir avec Joe Macaron, qui est chercheur affilié à notre confrère Centre arabe de Washington. Et Joe, il a fait des recherches qui portent surtout sur la politique étrangère américaine, et la géopolitique du Proche-Orient et l'analyse des conflits dans la région du Proche-Orient. Il intervient régulièrement sur ces thématiques dans les médias internationaux et arabes. Il a également contribué aux travaux de plusieurs centres de recherche, y compris le Centre de lutte contre le terrorisme à West Point et le Colin Powell Center for Policy Studies du City College de New York. Ce soir, comme dans quelques heures, Joe Biden va devenir le nouveau président des États-Unis, le 46e président des États-Unis. Et ce soir, c'est l'occasion de partager avec vous la réflexion de Joe sur la politique, les perspectives de la politique de Joe Biden au Moyen-Orient. Joe, je te laisse la parole et après on reprendra la discussion dès que tu termines ton introduction. Et merci pour accepter cette invitation. Merci, cher Salam et l'équipe de Carré pour l'invitation à ce webinaire. Je suis ravi d'être avec vous, avec tous ceux qui, en plein confinement, ont pris le temps de nous regarder. Comme un point de départ à notre discussion, j'aurai une présentation relativement courte pour essayer de répondre à 4 questions. De l'Amérique après Trump, quel changement apportera Biden, le nouveau président et son équipe, et les objectifs principaux de Biden au Moyen-Orient. C'est clair que les États-Unis traversent un moment de transformation profonde. Les 4 ans derniers n'étaient pas une présidence traditionnelle, pour dire le moins. Ce qui s'est déroulé ce mois à Washington n'est pas seulement la pointe du mandat turbulent de Donald Trump, mais le sommet des transformations économiques, politiques et démographiques américaines des 2 dernières décennies. Il y a une séquence d'événements. On peut parler du 11 septembre 2001, l'invasion de l'Irak en 2003, la crise économique mondiale en 2008, l'élection d'Obama en 2012, de Trump en 2016, la pandémie de Covid-19, évidemment, et l'envahissement du Capitole par des partisans de Trump pour perturber la certification de la victoire de Joe Biden. Trump a prouvé d'être le test le plus rigoureux pour le système fédéral américain, qui est censé être imparfait depuis sa création. L'immunité de ce système et sa capacité à soutenir un choc existentiel comme à ce niveau était primordial. Avec un président comme Trump, qui amassait des symptômes d'autocratie. C'est impératif, j'ai pensé, d'évaluer dans quel contexte Biden prendra le pouvoir demain à Washington. Je soutiens que les États-Unis aujourd'hui est l'homme malade du 21e siècle. Le pays est fragmenté, plus que jamais auparavant. Les changements démographiques laissent les Américains blancs sans diplôme universitaire dans les zones rurales comme une bombe à retardement, réticents à abandonner le pouvoir sur le système. La carte électorale n'est plus favorable aux idées de Trump. Et la continuation de Trumpisme est avant tout une défaite pour le Parti républicain qui en paiera le prix pendant des décennies, je crois. Les dommages causés par Trump à l'image de l'Amérique dans le monde ne peuvent pas être sous-estimés.
Il a perturbé les arrangements et les politiques qui ont largement et pour longtemps servi l'hégémonie américaine. Washington a perdu sa légitimité morale mondiale pour prêcher la transition de pouvoir ordonnée et pacifique. L'impact économique du COVID-19 a déjà conduit à une nouvelle dynamique globale. Et la part des États-Unis dans le PIB mondial va finir par être dépassée par la Chine en tant que plus grande économie du monde d'ici 2028, 5 ans plus tôt qu'auparavant prévu, selon les prévisions du Centre pour la recherche économique et commerciale. Mais d'autre part, les institutions américaines ont résisté et survécu le trumpisme, montrant ainsi que cette démocratie peut être résiliente. Les États-Unis restent dans l'avenir prévisible, la seule superpuissance mondiale. La Chine peut concurrencer économiquement, mais ne peut pas fournir un leadership, un modèle alternatif au niveau global. Cependant, limités par ses ressources et ses propres troubles politiques, les États-Unis ne peuvent pas projeter une influence simultanée dans le monde, y compris le Moyen-Orient, notre sujet aujourd'hui. La deuxième question, c'est quel changement apportera Biden? Premièrement, la prise de décision institutionnelle sera rétablie à Washington. Et c'est très important parce que la politique étrangère américaine sous Trump a été dangereusement personnalisée par un dirigeant aux inclinations narcissiques, ce qui a aidé les dirigeants étrangers à gagner plus d'influence à la Maison-Blanche. Avec Biden, les dirigeants du Moyen-Orient ne pourront plus, par exemple, échanger des messages WhatsApp tard dans la nuit avec le gendre de Trump, Kushner. L'aspect transactionnel de la politique de Trump au Moyen-Orient a envoyé un message que faire des transactions commerciales avec la Maison-Blanche est le moyen le plus rapide d'atteindre le cercle étroit du président américain. Mais dès demain, ces autocrates au Moyen-Orient devront se tourner vers la diplomatie traditionnelle, en traitant avec les ambassades, les émissaires. Le rétablissement de ce processus institutionnel signifie également un retour aux rivalités entre les agences américaines sur des questions de politique étrangère, notamment au Moyen-Orient. Cela ralentira probablement le processus décisionnel à Washington. Ce sera plus impulsif comme était le cas avec Trump. Deuxièmement, l'administration Biden ramènera la prévisibilité de la politique étrangère. Ce qu'on a dit, parce que le penchant du président sortant pour les mesures de politique étrangère non conventionnelles, en utilisant les tarifs comme outil politique, en dénigrant les alliés et en engageant des ennemis traditionnels comme la Corée du Nord et les talibans. Biden ramènera un engagement positif avec les alliés traditionnels, en particulier en Europe, et reviendra à une rhétorique de politique étrangère qui peut être plus facilement anticipée. Troisièmement, il y aura probablement un changement majeur dans les priorités américaines au Moyen-Orient. Biden s'alignera très probablement sur la pensée de l'establishment de Washington, cherchant à retirer les ressources américaines du Moyen-Orient pour se concentrer sur la compétition entre grandes puissances avec la Russie, avec la Chine. Une mesure que Trump a rendue plus difficile en s'opposant agressivement à l'Iran. La région ne fera pas partie des principales priorités de Biden, je pense, à moins que les conflits au Moyen-Orient ne frappent aux portes de la Maison-Blanche. Biden cherchera à atténuer les conflits à travers le Moyen-Orient et fera très probablement face à la résistance des acteurs concernés, cherchant à maximiser leur position stratégique. Ce changement de priorité attendu à Washington sera très probablement considéré par les dirigeants du Moyen-Orient, une fois de plus, comme c'était le cas avec Obama, comme un signe de faiblesse et une affirmation des limites de la puissance américaine.
Maintenant, on parle un peu de Biden et son équipe. Biden n'est pas Trump, ni Obama. Il n'est pas un président idéologue, ni un président intellectuel. L'hypothèse selon laquelle Biden sera un troisième mandat d'Obama ne peut pas être tout à fait exacte. Contrairement à Obama, Biden est le produit de la guerre froide. Il est un grand croyant dans la politique traditionnelle, de parler directement avec les dirigeants étrangers, un grand croyant dans l'Amérique comme une puissance indispensable, contrairement à Obama. Il est peut-être le dirigeant américain vivant qui a voyagé le plus à travers le monde. Dans les années 1990, il a accepté l'argument prédominant à Washington de l'intervention humanitaire. Après le 11 septembre 2001, il s'est déplacé vers la droite sur la sécurité nationale, comme la plupart du Parti démocrate. Mais son jugement sur la politique étrangère n'était pas toujours pertinent. La guerre en Irak, l'accord de libre-échange nord-américain NAFTA, par exemple. Il n'y a pas de surprise, de grande surprise dans son équipe de politique étrangère. Les noms sont des fonctionnaires respectés, bien connus, dont plusieurs ont servi avec Obama, ce qui est une source de réconfort pour certains. Et je comprends d'inquiétude pour d'autres. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, Obama a eu cette idée de rassembler une équipe de rivaux, ce qui n'a pas bien marché après tout. Trump s'est entouré de généraux pour montrer qu'il est aux commandes de son gouvernement. Cela n'est pas bien passé non plus. Biden rassemble une équipe qu'il connaît personnellement et avec qui il est à l'aise. Ce ne sera pas probablement une administration pleine de beaucoup de drames, comme c'était le cas avec Trump. Il y a plus de différences tactiques entre Biden et Trump que de différences stratégiques. Les objectifs américains restent plus ou moins les mêmes au Moyen-Orient. Contenir l'Iran et la Russie tout en adressant les graves menaces terroristes. Une grande partie du conflit interne des administrations américaines depuis 2015 était le produit des objectifs concurrents. On se retire et on donne la priorité au contre-terrorisme ou bien on intègre les forces américaines en Syrie et en Irak dans l'effort plus large pour contenir l'Iran. Ce débat devrait se poursuivre avec Biden. Par exemple, s'ils sont tous les deux confirmés par le Sénat américain, le nouveau secrétaire d'État Blinken devrait avoir des inclinations interventionnistes, tandis que le secrétaire à la Défense nommé Lloyd Austin est très probablement réservé sur l'utilisation potentielle de la puissance militaire américaine. Enfin, quels sont les objectifs principaux de Biden au Moyen-Orient? Quand on parle de comparaison entre Trump et Biden, on évoque souvent la transition de la nouvelle administration loin de l'isolationnisme. Pourtant, dans les 4 dernières années, Trump était au contraire un président très engagé en ce qui concerne le Moyen-Orient, plus engagé que l'establishment politique de Washington ne l'espérait. La politique de Trump au Moyen-Orient peut être résumée par construire une alliance israélo-arabe contre l'Iran, en intimidant ou séduisant les régimes autoritaires pour normaliser avec Israël et acheter des armes américaines. En retour, fermer les yeux de Washington sur les actions oppressives contre leur peuple, c'est-à-dire plus ou moins le statu quo d'avant 2011. Et il est devenu évident récemment que Trump et son équipe préparent le terrain pour imposer une nouvelle dynamique régionale dans la dernière partie de la présidence de Trump, avant que Biden ne prenne le relais. L'administration Trump semblait désespérer de préserver sa politique centrale, de construire cette alliance arabo-israélienne contre l'Iran. Toutefois, l'administration Biden sera moins intéressée, je crois, d'allouer du temps et ressources, comme j'ai dit avant, pour le Moyen-Orient. Et par la suite, les autocrates seront moins gâtés par Washington.
certains dirigeants du Moyen-Orient se méfient de ce changement. Si Biden donne un nouveau ton en exposant leur autoritarisme ou va trop loin dans l'engagement du régime iranien, ses alliés fidèles de Trump pourraient être enclins à ignorer les demandes de Biden sur des questions de droits de l'homme et à exploiter leur nouvelle alliance avec Israël pour défendre leur position. Tous les dirigeants du Moyen-Orient, sans exception, testeront Biden très tôt. Et le nouveau président américain devrait faire preuve de courage s'il veut être pris au sérieux au cours des 4 prochaines années. Contrairement à Trump, la présidence de Biden sera probablement réactive, je pense, au lieu d'être proactive au Moyen-Orient. Cela signifie un engagement minimal avec l'Iran, des relations complexes avec la Turquie et l'apaisement d'Israël. Biden sera quelque part entre Trump et Obama et devra tenir compte de l'héritage de Trump au Moyen-Orient, qui comprend de nouvelles conditions pour conclure un accord avec l'Iran, un timide processus de normalisation arabo-israélien et le dilemme américain en Syrie. Il sera difficile pour Biden et son équipe de ne pas reconnaître ces réalités. Et Trump laisse pour Biden un champ de mine terrestre au Moyen-Orient. Ce ne sera pas facile. Il y a des autocrates hors de contrôle, une relation perturbée avec un Iran affaibli, un Levant en désordre. Les soldats américains sont déployés dans un environnement hostile en Irak et Syrie maintenant. Les conflits régionaux, Libye, le Yémen, sont loin d'être résolus. Et une résolution de la crise du Golfe reste ambiguë et fragile. Mais l'héritage de Trump peut offrir des opportunités pour Biden. Les sanctions américaines ont affaibli l'économie iranienne et ont limité l'aide financière que Téhéran pouvait fournir à ses alliés au Mashrek. Cela pourrait potentiellement aider Biden à relever le défi du régime iranien. Il y a en effet 2 thèmes centraux qui pourraient définir l'approche de Biden au Moyen-Orient. La question iranienne, qui sera le domino qui décidera l'enjeu au Moyen-Orient, et le degré d'engagement des États-Unis envers les réformes et les droits de l'homme dans la région. Biden a promis d'organiser un sommet sur la démocratie, mais il est déjà problématique de savoir quels régimes du Moyen-Orient peuvent participer. Pour conclure, je crois que la question est comment Biden intégrera l'avancement d'un agenda démocratique à l'échelle mondiale, tout en abordant la réelle politique du Moyen-Orient. J'espère que ça peut commencer la discussion et merci. Merci beaucoup, cher ami. Tu as soulevé plusieurs points qui suscitent le débat, mais je commencerai par une citation de Biden lui-même le 20 novembre, le 24 novembre, quand les résultats ont été annoncés. Il a dit que son pays était prêt à diriger le monde, pas à s'en éloigner. C'est intéressant comme vision. Diriger le monde. J'ai pas entendu Désolé. Ah. Qu'est-ce qu'il a? Le 24 novembre, Biden, Oui. et c'est dans Le Monde d'aujourd'hui, il disait que les États-Unis, son pays, était prêt à diriger le monde, pas à s'en éloigner. Prêt à affronter nos adversaires, pas à rejeter nos alliés, et prêt à défendre nos valeurs. Bon, à part diriger le monde, la phrase est banale, mais est-ce que c'est toujours le sentiment de supériorité américaine qui domine? Parce que c'est une phrase quand même qui commence par diriger le monde. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il est le produit de la guerre froide. Il pense que les États-Unis, c'est une force indispensable dans le monde. Il est croyant dans le rêve américain. Il n'est pas le post-guerre froide comme Obama, qui a pensé plus avec humilité et plus. Et ça, c'est les défis pour Biden. Mais la vérité, dans les premiers 6 mois,
il doit gérer le Covid-19. Il a une crise économique. Il y a plusieurs crises. Il y a ce qui se passe avec Trump au Sénat américain. Ça veut dire l'intérêt américain de diriger le monde, ce sera avec moins de ressources, moins de pouvoir. Et je crois qu'il pensera plus à, comme j'ai dit, à la Chine, à la Russie, à faire ce virement vers l'Asie. Je ne crois pas qu'on peut effacer les 4 ans de Trump soudainement, parce qu'il y a beaucoup des alliés qui commencent à être plus indépendants maintenant. Ça veut dire que ça prend du temps, mais je crois que c'est un rhétorique comme de campagne, mais quand il commence à gouverner, il y a des réalités différentes. Il y a des constraintes partout pour lui, pour faire tout ça. Mais je crois qu'il veut donner ce sens que l'Amérique retourne, que l'Amérique est en force. Mais c'est sûr, c'est la seule puissance maintenant au monde, au niveau mondial, mais il y a beaucoup de restrictions, je crois. Tu disais à Al Jazeera le 30 novembre, si je me rappelle bien, que Biden il hérite d'un terrain miné par Trump, notamment au Proche-Orient. Et dernière chose en date, c'est la classification du mouvement Houthi comme mouvement terroriste. Pourtant, Biden annonçait qu'il allait supprimer ou plutôt suspendre le soutien à la guerre des Saoudiens au Yémen. Comment il va gérer cette contradiction? Parce que tu me corrigeras, revenir sur les décisions de l'administration américaine, même si ça a été rejeté par principe, ça va être un peu difficile parce que ça va ridiculiser un petit peu l'administration. Si on revient sur la reconnaissance de Sahara occidental, si on revient sur la question des Houthis, si on revient sur le transfert de l'ambassade à Jérusalem, ce sont des choses qui sont très difficiles à faire, n'est-ce pas? Oui, parce que normalement, il y a une continuation de pouvoir. Renvoyer l'ambassade américaine de Jérusalem, ça sera sûrement impossible. Mais le Yémen, c'est une question très importante pour les démocrates, surtout à gauche. Ils vont faire la pression. Sûrement, c'est difficile de changer, de mettre les Houthis sur les listes terroristes, mais il y a beaucoup de démocrates qui sont troublés par cette décision parce qu'il n'y aura plus de capacité d'envoyer les aides pour les Yéménis dans ce coin du Yémen. Yémen a commencé après la crise de l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Et ça va finir, je crois, quand plus ou moins les Saoudiens sont en paix avec cette idée, ce qui se va passer entre l'Iranien et les Américains. Biden, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'options, ce qu'il peut faire en Yémen. Il peut arrêter peut-être d'envoyer des armes, arrêter l'aide d'intelligence là-bas qui s'est déjà fait, mais il ne peut pas faire de la pression sur l'Arabie saoudite maintenant. Ce sera un peu compliqué pour commencer entre les deux. Et je crois que Yémen peut potentiellement être un grand débat entre les Américains et les Saoudites parce que la pression du Congrès, ça sera trop fort. Mais je répète qu'il n'y a pas beaucoup d'options pour Biden. Tu as évoqué la question d'une conférence internationale sur la démocratie. Ça m'a fait un petit peu rire. Mais je ne doute pas dans sa bonne volonté, mais comme tu disais, avec qui il va se réunir pour parler de la démocratie dans le monde arabe. Mais est-ce qu'il va préserver l'attitude américaine, voire plutôt européenne, à traiter, ou j'allais dire aussi traîner, avec les dirigeants autoritaires arabes, notamment ceux qui viennent de faire des putschs, comme le général Sisi
et comme le général Haftar en Libye, Sisi en Égypte, pour préserver les intérêts américains dans la région, ou il va pouvoir peut-être, avec ses technocrates autour de lui au niveau de la diplomatie, gérer avec plus de valeurs ou plus de principes ses relations avec ces dictateurs. Parce qu'on se rappelle très bien de la phrase magnifique, entre mille guillemets, de Trump quand il a appelé son ami général Sisi mon dictateur, mon dictateur préféré. Est-ce qu'il va avoir des dictateurs préférés aussi, Biden, dans la région? J'espère pas, mais cette idée du sommet de démocratie était avant l'envahissement du Capitol Hill. Chaque président, surtout comme Biden, il a des grandes idées. Obama, il avait des grandes idées, mais quand on commence à gouverner, il y a des réalités euh, qui changent la dynamique de ces grandes idées. Ça veut dire, pour Biden, je crois, si on voit le nom de l'équipe, il y a des gens qui sont proches de quelques régimes, comme on a Cyril Barbalelif et des autres. Et on a des gens qui poussent les questions de droits de l'homme, de réforme. Et je crois qu'il va faire une balance entre le réel politique américain et des pressions de temps en temps sur des questions de réforme et de droits de l'homme. Mais je ne crois pas qu'il va être révolutionnaire, qu'il va être un peu de... Biden n'est pas un caractère révolutionnaire, il est le produit du système américain. Il va gérer ses intérêts stratégiques avec respecter les demandes à gauche. Les idées de la sommet des démocratie, c'était pour faire plaisir à Sanders, parce qu'il était pour lui le centre de ces idées d'être contre les régimes autocrates dans le monde. Et il voulait un peu de faire plaisir à lui. Mais je crois, enfin, il peut faire cette sommet, mais je ne crois pas qu'il y a intérêt à Washington de parler de démocratie dans le monde, de reproduire l'Irak. Il y a fatigue du Moyen-Orient, fatigue même des régimes autocrates. Et je crois qu'il va gérer ces régimes le plus possible. Concernant l'Iran, cher Joe, est-ce que, parce que lui, il a développé dans quelques interviews à la presse l'idée qu'il ne va pas faire un accord, il ne va pas revenir sur le même accord qui a été signé sous l'égide d'Obama, parce qu'il le considère même lui comme étant insuffisant, qu'il manquait des choses, qu'ils ont un peu trop cédé devant l'Iran. Il veut introduire là-dedans deux éléments principaux, d'après ce qu'il a dit à la presse. Tu me diras ce que tu penses de la réalité de ces principes. La première, c'est le rôle de l'Iran dans la région, réduire un peu les menaces de l'Iran et de ses forces alliées sur les pays limitrophes, voire lointains, comme la Syrie, le Liban, l'Irak, etc., et le Yémen, bien entendu. Le deuxième volet, c'est de stopper les ambitions militaires iraniennes, notamment en ce qui concerne les missiles balistiques traditionnels, pas nucléaires, mais parce qu'ils développent un système très, très performant d'après ce qu'ils réclament, et c'est aussi dans le viseur de Biden. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça c'est la réalité de l'héritage de Trump, parce que Trump a évoqué ces deux demandes. Et ça sera difficile à Biden de le dépasser. Et il y aura sûrement réticence, sinon résistance à un compromis sur la façon de restaurer le JCPOA à Washington et à Téhéran même. Une division est attendue en Iran sur la façon d'aborder cet engagement. Il y a les modérés, comme vous savez, Rouhani et Zarif, qui accordent la priorité à la relance de l'économie. Et il y a les conservateurs, comme Khani, qui veulent venger le meurtre de Soleimani et Fakhrizada, le scientifique nucléaire. Ce sera également le cas à Washington, entre ceux qui veulent restaurer l'héritage d'Obama et apaiser les tensions régionales pour les troupes américaines, et ceux qui veulent maximiser le
le compromis qu'ils peuvent obtenir du régime iranien. Mais je crois que le changement le plus significatif sera que les deux parties rétabliront une ligne de communication directe. Ils ont commencé ça déjà, comme on a vu dans la presse israélienne. Et c'est utile pour prévenir les crises et prendre des mesures de confiance parce que cette ligne était coupée avec l'administration Trump. Mais je crois que la question de missiles balistiques et le rôle régional du d'Iran feront partie intégrante de tout accord, mais il doit prendre, ce processus sera progressif, je crois, que les États-Unis doivent peut-être lever quelques sanctions, l'Iran peut geler ses activités nucléaires en premier pas. Je crois que le régime iranien a des décisions difficiles à prendre au cours de la prochaine période. Et pour la question la plus épineuse et la clé de la région, de la question palestinienne, il y a déjà cette question de l'ambassade à Jérusalem. Tu disais tout à l'heure, il n'y aura pas de changement de politique là concernant. Il y a aussi le deal du siècle, le fameux deal du siècle, où ce qui est plus raisonnable de l'appeler le deal Trump-Netanyahu, qui a été aussi la clé de s'ouvrir vers la normalisation avec 4-5 pays arabes, et peut-être plus bientôt. Un deal qui n'a rien résolu, au contraire, il a augmenté l'injustice et il a renforcé l'attitude néocoloniale de l'État, de l'extrême droite israélien. Alors, comment Biden, avec son équipe, va essayer de gérer ça? À savoir que lui, il a une déclaration dont je ne me rappelle pas exactement des paroles, ces mots, où il disait qu'il est sioniste même s'il n'est pas juif. Que son père lui a dit, quelque chose qui montre son attachement à l'État d'Israël et au sionisme, en séparant la question religieuse de la question du choix politique. Comment il va voir les choses concernant le volet palestinien? Le deal du siècle, c'est comme n'existait jamais. Même Trump ne parle plus. Tout le monde, je crois, est d'accord que ce deal n'a pas marché. C'est pourquoi Trump a décidé d'ignorer et commencer le processus de normalisation. Mais je crois que la relation américano-israélienne sera l'une des questions critiques pour Biden. Traditionnellement, un président démocrate américain est rarement en bon terme avec un premier ministre israélien de droite. Netanyahu avait une relation difficile avec Clinton, avec Obama. En fait, beaucoup de ceux qui ont servi avec Obama ne sont pas de grands fans de Netanyahu parce qu'il a défié Obama à Washington. Il était trop proche de Trump au détriment des intérêts nationaux américains. Ça veut dire ça ne va pas être facile pour Netanyahu, je crois, dans les mois qui viennent. Biden rétablira un certain équilibre dans l'approche américaine vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, mais il est douteux qu'il puisse avoir une percée diplomatique puisque le gouvernement israélien n'est pas prêt pour un compromis. Ni les Palestiniens ne se sont pas unis. Et que la question palestinienne n'est plus une priorité pour la plupart des responsables américains et arabes. Et il y a cette nouvelle dynamique créée par les accords de normalisation qui ne va pas aider les Palestiniens, évidemment. Je crois que la priorité des Palestiniens dans la prochaine période devait être la réconciliation, le renforcement des capacités, la réduction de la dépendance économique d'Israël pour survivre. Et ces mouvements sont plus importants que pour les Palestiniens à ce stade, je crois, parce que la possibilité de paix, je crois que c'est loin maintenant. Et la Syrie? Parce que maintenant, les analystes syriens basés à Washington ou ceux qui prétendent être connaisseurs de l'administration américaine en racontant qu'ils ont rencontré la veille, je ne sais pas quel
grands diplomates ils disent que avec la nomination de Samantha Powell à la tête de USAID, c'est un message comme quoi la question syrienne va être prioritaire. Moi, je vois le contraire parce que je vois que c'est un poste humanitaire, c'est pour peut-être fournir quelques paniers alimentaires, quelques tentes pour les réfugiés qui sont maintenant inondés par la pluie dans le nord de la Syrie et ça s'arrête là pour gérer la question humanitaire seulement. Je suis d'accord. Je crois que la Syrie n'a jamais été une question stratégique centrale des États-Unis, ni l'avenir d'Assad même n'était un sujet de préoccupation, je crois. Et cela ne changera pas avec Biden. Et c'est vrai, c'est pour ceux qui parient encore qu'il y a une solution militaire américaine en Syrie. Je crois qu'on doit gérer ces attentes. Je crois que Biden va poursuivre la même politique dans le nord-est de la Syrie. Il sera difficile d'ignorer la loi César. Le Congrès américain imposera des pressions. Mais ces sanctions américaines sur le régime syrien seront utilisées par Biden, par son équipe, pour pousser à la résolution du conflit, plus que Trump a fait. Et cela signifie chercher à conclure des accords avec la Russie. C'est possible. C'est la même route qu'Obama a fait. Il n'y a pas je ne crois pas qu'il y a de nouvelles idées qu'on va voir. Mais les États-Unis maintenant, un peu grâce à Trump, on peut dire, ont 3 cartes de négociation ou de veto en Syrie. Il y a les troupes dans le nord-est et même à Tanaf, qui est trop important pour la Russie. Il y a les sanctions contre le régime syrien qui peuvent être utilisées comme une carte de négociation, et le pouvoir de reconnaissance internationale de tout gouvernement central syrien, s'il y a une solution. Mais la Russie, l'Iran et la Turquie ont tout le reste dans la Syrie. Et ont le terrain, ont le contrôle des institutions, et ce sera compliqué, surtout la question de l'Iran et Turquie. Mais je crois, comme le Yémen, il n'y a pas beaucoup d'options pour la politique américaine en Syrie, mais au long terme, je crois qu'ils ont ces cartes, comme je dis, de cartes de négociation qui peut forcer la Russie à faire un deal à un moment. Exactement, parce que tu disais tout à l'heure que ça va être la même politique qu'Obama, mais je considère qu'Obama n'avait pas de politique du tout concernant la Syrie notamment et la région en général. Il était très faible devant la Russie. Peut-être Biden, ou son équipe sera plus ferme. On n'évoque pas la solution militaire, bien entendu, mais au moins la solution de négociation égal à égal, parce que Obama, même des gens proches de l'administration, disaient que, bon, on laisse la Russie faire. Si elle se casse la tête en Syrie, tant pis pour elle. Si elle arrive à imposer une paix quelconque, tant mieux pour nous. Alors, c'était une théorie que je trouve très primitive, mais qui marchait dans la tête de l'administration Obama. Je crois qu'avec Biden, les choses vont être un peu plus performante, un peu plus professionnelle de point de vue de négociation avec la Russie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Sûrement, Obama, c'était une phase différente. C'était après la crise économique, après la guerre d'Irak. Il y avait un pensée là-bas qu'il ne faut pas être plus dans les guerres du Moyen-Orient. Et ça, c'était le problème de la pensée d'Obama. Mais maintenant, c'est certainement différent. Mais le problème, qu'il y a beaucoup de questions, de tensions entre la Russie et les États-Unis, qui va commencer, je crois que Biden va répondre à ces demandes de l'establishment de Washington, de pousser contre Poutine. Et ça peut être un peu compliqué, les relations dans l'Ukraine et dans la Syrie. John Kerry avait une
une ligne ouverte avec Lavrov. Je ne suis pas sûr que Blinken va avoir la même chose aussi. Mais je crois que les Américains, comme les Israéliens, ils préfèrent de faire un deal avec la Russie pour contenir l'Iran. Pour eux, c'est la seule route pour résoudre le problème de la Syrie. Obama, ce qu'il a fait, il a fait la présence américaine au nord-est. C'était la priorité. Ils vont faire la même chose. Ils voulaient faire la même chose comme l'Irak. Ils n'étaient pas intéressés à ce qui se passe dans l'autre part de la Syrie. Et ça, c'était une décision qui était pas acceptée par tout le monde. Il y avait beaucoup de problématiques et ça a aidé l'Iran de faire ce qu'ils ont fait et la Russie aussi. Mais c'était la décision de ne pas être impliqué comme ça. Et je crois qu'il y a des leçons maintenant différents, mais je ne crois pas que, comme j'ai dit, les cas de négociation, c'est seulement de rester au nord-est, de jouer la pression avec les sanctions, mais je ne crois pas qu'ils vont changer la dynamique du conflit maintenant. Ils n'ont pas intérêt. Et on va voir, je ne sais pas, la Russie, qu'est-ce qu'elle va faire avec Biden. C'est une grande question aussi maintenant, mais les options d'Amérique en Syrie, je crois, c'est un peu limité. Quelques analystes parlent que Biden ou l'administration Biden envisage d'imposer à ses alliés kurdes dans le nord-est de la Syrie un rapprochement avec l'opposition syrienne, c'est-à-dire renforcer le dialogue entre Assad d'un côté et l'opposition syrienne basée à Istanbul de l'autre côté, à condition, et c'est là où c'est compliqué pour Assad, que les Kurdes dans le nord-est de la Syrie se démarquent un petit peu du parti PKK, le parti des travailleurs kurdes qui déclare la guerre à la Turquie. Comme ça, en pensant de faire l'équilibre entre satisfaire un petit peu les exigences sécuritaires turques et de l'autre côté, ne pas avoir ce conflit presque déclaré entre les forces kurdes qui contrôlent la région et l'opposition syrienne. Ce n'est pas une nouvelle idée. Trump et son équipe, plutôt son équipe, Trump, je ne sais pas qui savent toutes les choses, mais son équipe a essayé de faire ça. Et je me souviens, j'ai rencontré des gens de Assad et de l'opposition syrienne. Et le problème, on doit commencer par faire un dialogue entre les Américains et les Turcs avant de commencer ça, parce qu'il y a ici une relation un peu complexe. Et si la Turquie n'accepte pas cette relation entre les États-Unis et Assad, ça sera un peu compliqué pour eux pour accepter un dialogue entre l'opposition et Assad. Et le problème que je ne crois pas que le PYD ils sont prêts à faire ce dialogue avec les Turcs, et même Erdogan, je crois qu'il n'est pas prêt à faire ça parce que ça sera un peu compliqué pour lui dans la politique domestique. Mais je crois qu'il peut essayer ça parce qu'il pense long terme. Les Américains, ils veulent être dans cette région au long terme. Et maintenant, il y a des soldats turcs qui sont pas trop loin des soldats américains, qui sont pas trop loin de Assad. Trump a fait donner ce feu vert à Erdogan pour entrer en Syrie, à ça compliquer l'approche américaine au nord-est. Et je crois qu'avant de penser à ça, on doit penser si les relations entre les Américains et les Turcs, ce sera plutôt facile dans les mois qui viennent. Mais je crois que c'est pas possible de faire un deal entre Assad et l'opposition. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre eux, il y a beaucoup de problèmes, que je dis, dans la région, mais je crois que l'équipe de Biden doit essayer ça. Pour le long terme de la région, ça va aider tous les acteurs concernés. Mais je suis seulement un peu douteux, c'est tout.
Ben justement, il paraît aussi, d'après la presse américaine, que Biden n'apprécie pas beaucoup les dirigeants turcs. Il y a une tension, je ne sais pas à quel niveau, mais il y a une tension présente dans les relations. Et comment tu penses que les relations turco-américaines vont être gérées par l'administration nouvelle? Eh bien, la Turquie a bénéficié sous Trump du manque de dialogue entre les États-Unis et la Russie, ainsi que des tensions américaines avec l'Iran. Euh, Erdogan a également bénéficié de feu vert de Trump pour avoir une inclusion dans le nord de la Syrie, comme on a parlé, en Libye même. Euh, Ce qui était d'ailleurs contre la volonté de l'establishment politique de Washington. Et même l'équipe de Biden maintenant. Et je crois qu'avec Biden, Erdogan perdra l'accès direct qu'il avait à la Maison-Blanche sous Trump, qui était sous Kushner et les gens d'Erdogan. Et, et devra face à une nouvelle administration qui reflète cet établissement, qui donne la priorité aux relations avec l'OTAN, à renforcer l'engagement américain envers les Kurdes en Syrie, surtout avec Brett McCurk à la Maison-Blanche. Les relations américaines-turques seront plus complexes et difficiles avec Biden, en particulier compte tenu de l'approche difficile attendue envers Ankara au Congrès américain. Mais les deux parties n'ont pas d'autre choix que de gérer ces différences d'une manière ou d'une autre. Si on attend à ce que les États-Unis se retirent de Syrie et mettent fin au soutien de Assad, cette attente, comme on a dit, doit être gérée. Les relations américano-turques pourraient être plus tendues, comme je dis, mais il y a une reconnaissance, je crois, entre les deux, que au moins on peut commencer une nouvelle page de négociation. Mais si on n'a pas vraiment un changement significatif aux États-Unis ou dans la politique turque concernant le S-400 ou la Syrie, je ne sais pas comment on peut résoudre ces tensions entre les deux. Il n'y a pas de recette facile pour la politique américaine envers la Turquie. Il n'y a pas de confiance, je crois. Après le coup d'État en Turquie, ce qui s'est passé les derniers mois, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, je crois, entre les deux. Et le calcul américain, c'est toujours comment éloigner la Turquie de la Russie. Et ça, c'est une grande question, je crois, que Biden doit l'aborder. Très bien, cher ami. Je vais prendre quelques questions de notre public, notre cher public. J'invite ceux et celles qui veulent poser leurs questions, d'utiliser la rubrique questions-réponses et ne pas mettre leurs questions dans la discussion, parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, première question. L'Arabie saoudite, qui espérait une victoire de Trump, a attendu plusieurs jours après la proclamation officielle des résultats des élections pour féliciter Joe Biden. Pensez-vous que les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, nous avons déjà évoqué ça, mais bon, peut-être on peut être plus précis, que les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis seront compromises sous l'administration Biden? Ils seront plus compliqués. C'est comme le cas de Erdogan. Il n'y aura plus cette ligne directe entre les deux qui était à travers Kushner. Et MBS, le prince héritier saoudien, il a pensé ces derniers mois à atténuer les tensions liées à lui afin de pouvoir démarrer du bon pied avec Biden. Et en même temps pour préparer son ascension au pouvoir. Je crois, dans le cas de l'Arabie saoudite, il y aura un réalisme politique américain avec des tensions, des pressions de temps en temps concernant les droits de l'homme. Mais le Congrès, je crois,
un peu compliqué sa politique envers l'Arabie saoudite. Je crois que l'équipe de Biden a beaucoup de questions sur les droits de l'homme et les réformes, mais il y aura une tension dans la relation entre ce réel politique et cette demande de réforme de droits de l'homme. Et je crois que ça continuera, mais je crois qu'avec Biden, c'est plutôt le réel politique plutôt que il est moins sentimental qu'Obama. Et il pense comment au long terme, il va changer cette relation, mais la dynamique de relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis a changé il y a pas mal d'années. Il n'y a plus de dépendance américaine sur le pétrole saoudien. Toutes les transactions commerciales ne sont pas priorité pour Biden maintenant. Ça veut dire, ça va, comme la Turquie, ce sera une relation compliquée, mais les deux parties n'ont pas de choix de faire cette relation. Mais je crois que la grande question, ce sera la question iranienne et la question de comment va Biden réagir si MBS prend change de politique, je crois, en Yémen, ou bien vis-à-vis Qatar, par exemple, ou bien des questions du Liban ou des autres parts. Je crois que s'il va loin, Biden, avec un deal avec les Iraniens, je crois que les Saoudiens vont rendre cette situation plus compliquée. Justement, par rapport au Liban, même si c'est un dossier géré par le volet iranien, mais quand même, comment tu envisages la gestion de la question libanaise au sein de Foreign Affairs à Washington? Eh bien, une grande partie de ce qui pourrait passer au Liban dépend de la dynamique entre les États-Unis et l'Iran. Une chose est sûre, que le Liban ne sera pas aussi élevé dans la priorité de Biden et son équipe qu'il était sous Trump et son équipe. Le Liban semble être un cas désespéré à ce stade. Je ne suis pas sûr que les États-Unis ou l'Iran veulent assumer pleinement la responsabilité du désordre qu'ils ont contribué à faire, sûrement. Mais les rivaux politiques pourraient réapprendre à s'accepter les uns des autres jusqu'aux prochaines élections présidentielles libanaises. Parce que les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne seront pas les mêmes. Mais on va voir. Mais je crois qu'il y a beaucoup de dirigeants libanais qui attendent l'inauguration de Biden pour tout change dans le Liban soudainement. Eh bien, il doit attendre beaucoup, je crois. Et on va voir, surtout, comme j'ai dit, la question iranienne est très importante pour ce qui se passe au Liban et même en Irak. Pour revenir quelques secondes à la Turquie, je pense que vu que Erdogan il a réuni les ambassadeurs européens il y a quelques jours à Ankara, il a adopté un discours beaucoup plus réconciliant et beaucoup plus modéré et beaucoup plus profil bas à leur égard, à l'égard de l'Europe en général. Je pense que la gestion des relations avec Biden peuvent aussi bénéficier de ce réel politique à la turque. Plutôt que, c'est-à-dire, je partage avec toi une réflexion, peut-être elle est complètement faussée, mais c'est-à-dire les Turcs vont être, la diplomatie turque va être beaucoup plus apte à s'adapter que la diplomatie saoudienne, peut-être. Non, ce qui était impressionnant pour moi, une idée générale, que quand Biden est élu, tout le monde est devenu gentil au Moyen-Orient. Les Turcs avec les Saoudiens, les Saoudiens avec les Qataris, les Émirats avec... Et même le discours de Erdogan a changé.
Et tu vois l'impact que la politique américaine peut avoir sur ces dirigeants, que maintenant ils vont tout résoudre et tout. Et je crois qu'ils vont tous commencer avec un discours positif vers Biden. Et s'ils ne sont pas ce qu'ils vont, je crois, ils commencent, ça des tactiques d'Erdogan, il a fait la même chose avec Trump. Il va commencer à dire que faire juste des attaques, je crois. Et je crois que tous les deux, ils vont faire ça. Parce que tous les deux, ils ont bénéficié de Trump dans la Maison-Blanche. Et ils sont un peu méfiants de Biden, qu'il va changer un peu cette approche américaine. Et je crois que Erdogan essaie de faire l'ouverture vers Paris, vers l'Arabie Saoudite, même vers l'Égypte. Je crois que tout ce qu'ils vont avoir un peu d'options dans la période qui vient. S'ils doivent peut-être être moins dépendants dans leur relation avec Biden. Très bien. Alors, une question. Quelle sera la stratégie de Biden vis-à-vis de la Russie et son positionnement au Moyen-Orient? Je rappelle aussi, la personne qui pose la question, je rappelle aussi que l'accord de désarmement nucléaire russo-américain, New START, va expirer dans 2 semaines. Oui, le 5 février. Mais il y a déjà des indications de Lavrov et de l'équipe de Biden qui sont prêts à faire un deal vite sur START. Et je crois que ce sera possible et ce sera une première étape pour prendre des mesures de confiance. Mais je crois que dans l'establishment politique de Washington, il y a beaucoup de méfiance de la Russie à cause de ce qui s'est passé dans l'élection de l'élection 2016. On a Victoria Nuland au département d'État. Elle est trop connue d'être contre la Russie. Ça veut dire il y a cette ambiance dans l'équipe de Biden qui est contre la Russie. C'est la question de l'Ukraine plutôt que la Syrie. Et ça va continuer. Mais avec Trump, c'était impossible de faire un dialogue russe-américain parce qu'il y a l'élection, ce qui s'est passé dans l'impeachment et tout le saga américain. Il n'a pas pu faire vraiment un dialogue entre eux. Maintenant, ils ont cette chance. Même s'ils ont une compétition de puissance, mais je crois qu'à un moment, Lavrov et Blinken doivent se retrouver quelque part. Je crois que les Européens peuvent aider dans ce regard. Pour commencer ça veut dire pas la pression américaine va finir, les sanctions vont arrêter, même ce qui se passe dans la Russie maintenant avec l'opposition qui est retournée il y a quelques jours et était arrêtée à l'aéroport. Ça va continuer ces questions d'intervention et de droits de l'homme. Mais je crois que Biden sera plus à l'aise, plus en position de force de faire cette négociation. Et je crois que c'est pas mal de faire cette négociation. Ça va aider un peu les tensions. Et la rivalité peut continuer. Merci. Une question. Pourriez-vous nous donner votre analyse également sur la personne de la vice-présidente Kamala Harris et quel rôle elle pourrait avoir dans l'orientation de la politique étrangère de Biden au Moyen-Orient? Parce qu'en 2018, Kamala Harris aurait soutenu les liens forts entre Israël et les États-Unis dans un congrès organisé par l'AIPAC, le lobby pro-israélien à Washington. Chaque politicien américain veut commencer sa vie politique, il doit être pro-Israël. Quelque chose, on va dire ça. Elle est surtout de la Californie, où il y a beaucoup de... Mais on a dit la même chose avec Obama quand il a parlé avec AIPAC, mais ce n'est pas nécessairement... Je crois que il y a quelques mois, on a dit que Kamala Harris peut-être va avoir un grand portfolio de la politique étrangère. Mais maintenant, on voit les noms des gens qui sont nommés. Burns au CIA, Blinken, Brett McGurk. Il y a des grands noms de la politique étrangère. Et je crois que Harris ne peut pas être positionné, d'être vraiment
un joueur principal. Mais elle forme une équipe maintenant et elle veut ce rôle comme Biden a joué ce rôle. Et je crois que Biden va donner un rôle de coordination dans quelques questions, pas nécessairement le Moyen-Orient, mais comme Obama a confié le portefeuille America à Biden, ou bien je crois qu'elle va jouer sûrement un rôle, mais je crois, comme j'ai dit, avec ces grands noms dans l'équipe de Biden, ça sera difficile pour elle pour vraiment jouer un rôle principal. Une question. En dehors de la politique intérieure, pandémie, Covid, économie américaine, etc., quels sont les dossiers jugés comme prioritaires par l'administration Biden en politique étrangère? La Corée du Nord, les accords de Paris, la Chine. Est-ce que le Moyen-Orient reste prioritaire? On a dit non, je crois. Non. Mais sûrement, il a dit qu'il va retourner au accord de Paris, toutes choses de ces étapes de multilatéralisme, il va faire ça. Mais je crois que la première, ça c'est seulement une pensée, que la première chose qu'il va faire, c'est réparer la relation avec l'Europe, je crois. On a Blinken qui est trop proche des Européens, il y a John Kerry, je crois que leur priorité maintenant, c'est de faire ça. Et puis la Chine, sûrement, on a vu qu'il y a quelques minutes, Trump a annoncé que ce qui se passe dans l'Ouïghour, c'est un génocide. Il est clair qu'il veut impositionner sur Biden cette question de provoquer ces tensions entre lui et la Chine. La Chine, ce sera une grande question. Mais je crois que Biden sera moins prêt à... Ça ne sera pas comme Biden, parce qu'il a besoin de la coopération de la Chine dans l'accord du climat. Il y a un consensus maintenant à Washington que la guerre de tarifs avec la Chine n'était pas bien pour l'économie américaine. Je crois que pour la les questions internationales, je crois que c'est l'Europe, l'Asie et les questions de multilatéralisme. Et je crois que le Moyen-Orient ne sera pas une priorité. Comme j'ai dit avant, la seule exception, c'est si ces conflits frappent le rapport de la Maison-Blanche. Nous sommes là, il y a une grande guerre maintenant, je ne sais pas, en Libye, où on a besoin de leadership américain. Mais je crois que dans les premiers 6 mois, ça va prendre du temps avant d'aborder ces questions du Moyen-Orient. Merci Joe. Une question. Est-ce que vous pourriez expliquer quel est l'intérêt stratégique pour les États-Unis de garder un certain contrôle sur le nord-est de la Syrie? Il y a beaucoup, c'est une question importante. C'est arrêter ce pont iranien au Levant, le pétrole, protéger les intérêts américains en Irak, avoir une base militaire dans la Syrie et dans la région. Et, comme on dit, faire une cas de négociation, un veto sur la solution syrienne en général. Il y a cette partie entière du pays qui sont le contrôle. Ils ont essayé ça en Irak. Obama et son équipe a décidé de répliquer ça en Syrie. Je ne sais pas si ça va être long terme ou non. J'ai rencontré quelques responsables de Qassad, ils ont toujours de doutes si les Américains vont rester là-bas et ils pensent toujours à faire une relation avec la Russie, peut-être si Biden va faire la même chose. Et ça, c'est la question. Je ne sais pas s'ils vont rester là-bas parce que Trump voulait sortir et même il a viré Mattis parce qu'il veut sortir. Et puis, c'est comme un sitcom. Et Graham, le sénateur, il est entré dans son bureau. Il a montré quelques
le pétrole dans le Nord-Syrie, il a dit OK, on va rester en Syrie. On aime les Syriens, on aime le nord de Syrie, on va rester. Et c'était comme ça, la décision était prise. C'était un peu imprévisible. Euh, et et que c'était qu'on peut voir que comme Obama, Trump n'a pas une stratégie en Syrie parce qu'il n'y a pas vraiment un intérêt stratégique historique américain dans la Syrie. Et on va voir avec Biden c'est quoi l'approche. Ce sera difficile pour lui. Merci beaucoup. Une question qui nous reproche d'oublier l'Afrique du Nord et notamment le Maroc et l'Algérie. Bon, je m'excuse, mais pourtant nous avons évoqué tout au début, la question du Sahara occidental et ce deal entre Trump et le Maroc. Donnant, je reconnais votre souveraineté, vous reconnaissez l'État d'Israël, vous normalisez vos relations. Est-ce que tu penses que Biden, face à la question du Sahara occidental, va changer d'attitude, va revenir sur cet accord, ou plutôt sur cette reconnaissance, vu l'implication des États-Unis via James Baker dans la résolution onusienne du conflit? Euh, le Maroc avait un bon deal, je crois. Il n'a pas pris la décision de normaliser pleinement ses relations avec Israël, mais le prix qu'il a reçu était supérieur à celui obtenu par Bahreïn ou les Émirats. Je n'attends pas à ce que Biden annule la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mais je crois qu'il confirmera probablement que le seul moyen de résoudre le conflit du Sahara passe par les Nations Unies. Et comme ça, il établira ainsi le statu quo existant. Le souci, c'est que cette reconnaissance américaine pourrait potentiellement reprendre le conflit entre le Maroc et le Front Polisario, j'espère pas. Biden, je crois, préférera ne pas faire face à une nouvelle crise en Afrique du Nord ou affecter les récentes tentatives de Washington de renforcer les relations avec l'Algérie. Je crois que l'intérêt pour l'Afrique du Nord est limité à Washington. Ils ne sont pas intéressés dans cette région. Et l'hésitation dans le traitement de la question du Sahara, je crois que ça va continuer avec Biden. À cette occasion, la relation particulière que les États-Unis gardent toujours avec l'Égypte depuis les accords de paix et depuis Camp David. Ce financement a des chiffres très importants de l'armée égyptienne. Et comment ça va être géré par l'administration Biden vu les violations des droits de l'homme systémiques et quotidiennement en Égypte? Eh bien, le régime égyptien a perdu son rôle régional et ça dépend maintenant, il dépend le régime désormais de relation avec Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Ce n'est pas le joueur central pour les États-Unis maintenant ils n'ont pas besoin de l'Égypte pour la question israélo-palestinienne, même peut-être à Gaza, mais généralement, ce n'est pas une priorité pour les Américains. Sisi a fait un bon pari au cours des 4 dernières années après être devenu le premier dirigeant étranger à approuver Trump. Mais maintenant, il doit vivre avec les démocrates qui sont en retour au pouvoir à Washington. Et je crois que le régime égyptien aura de mal à trouver son rôle avec Biden et sera plus inclin à défier la Maison-Blanche si l'Arabie saoudite approuve cette décision. Ça dépend de la dynamique de l'Iran et d'autres questions. Mais on a vu que Al-Sisi, il a déjà pris des étapes avant que Biden soit au pouvoir de faire sortir de prison de quelques membres de l'opposition. Et je crois qu'il y a pas mal de dirigeants dans l'équipe de Biden qui vont évoquer ces demandes dans les mois qui viennent. Mais je crois que si va être un peu résistant de prendre ces questions, je crois que ça dépend de la relation entre les États-Unis
et l'Arabie saoudite. Merci, Joe. Une question qui concerne les ambitions que la politique d'expansion économique américaine au sud de l'Afrique. Cette ambition sera-t-elle favorable à certains pays africains privilégiés? Je dois dire que je ne suis pas un expert en Sud-Afrique. Effectivement, c'est important de notre région, mais... Oui, mais je crois qu'il y a normalement, traditionnellement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt américain dans cette région. Mais je dois être franc que je ne sais pas dans mon expertise, désolé. Merci beaucoup. Comment la nouvelle administration va gérer la division politique au sein de l'OTAN? Je crois que ça sera positif pour l'OTAN, je crois, parce que ce que Trump a fait avec les alliés bas, c'est un peu de, je sais pas le mot, de bullying un peu avec les dirigeants de l'OTAN. Et maintenant, je crois, j'ai entendu beaucoup de... c'était bizarre parce que les premiers dirigeants qui ont félicité Biden, c'était la plupart des pays de l'OTAN. C'était même qu'une heure seulement après l'annonce de résultats. Et je crois que il ne doit pas changer les choses du budget qui doit contribuer. Il ne faut pas changer ce discours parce qu'il a commencé même avec Obama, mais ils vont changer comment ils font ce discours. Peut-être plutôt pas dans les médias, peut-être plus, mais je crois que Biden, comme il est ce produit de la guerre froide, il va donner beaucoup d'attention sur cette question de l'OTAN. Mais il y a beaucoup, je crois, c'est quoi l'avenir de l'OTAN? Je crois que c'est une question qui va être que l'Amérique doit prendre le leadership pour poser cette question. Parce que ce n'est pas clair c'est quoi le rôle de l'OTAN post la guerre froide. Et je crois que Biden et son équipe doivent jouer un rôle pour avancer cette question. Merci, Joe. Une question. Alors, quand est-il du Soudan dans l'administration Biden? Le Soudan, est-ce qu'il représente un point d'intérêt ou même un peu, non? Pas beaucoup. Trump était intéressé seulement à cause d'Israël. Il s'en fout du Soudan. Il veut faire ce deal. Il a pensé que le Soudan est prêt. Il avait l'aide des alliés dans le Golfe. Ils ont fait ça. Mais pour le Soudan, la priorité, c'était d'être hors de la liste des pays qui supportent le terrorisme. Ils ont pris ça. Et je crois que ça dépend de ce qui se passe dans le Soudan. Mais je crois que cette relation va continuer entre les deux. Ça ne sera pas la même comme était avec Trump. Mais ça ne sera pas une grande priorité, je crois. Alors, il y a une dernière question qui est très pertinente, mais qui me fait peur concernant le Trumpisme. Trump s'en va, mais le Trumpisme a montré qu'il est assez fort aux États-Unis avec 74 millions de voix. Est-ce qu'il y a un danger qu'au bout de 4 ans de premier mandat de Biden, on va retrouver Trump à nouveau? La grande question maintenant, s'il peut se présenter en 2024. Il y a quelques instants, Mitchell, qui est au Congrès, au Sénat, le dirigeant républicain au Sénat, il a dit que Trump a provoqué l'envahissement du Capitole. Ça veut dire que les républicains sont prêts maintenant à confronter Trump. Et si le Sénat réussit à prendre cette décision dans quelques semaines, Trump ne peut pas se présenter en 2024. Mais le Trumpisme, je crois, le 75 millions, je ne crois pas que tous ces 75 millions sont avec lui maintenant. Je crois que
les opinions publiques ont changé après ce qui s'est passé en Capitole. Il y a toujours ces partisans qui sont 34%, qui sont toujours avec lui. Et comme j'ai dit, c'est une bombe à retardement, plus ou moins. Ils ont beaucoup de doutes sur le système fédéral américain. Et ça va continuer, ils vont continuer à dire que Biden n'était pas le gagnant, c'était Trump. Et Trump ne va pas arrêter de dire ces choses. Mais je crois que le Trumpisme dans le pouvoir a perdu beaucoup de ce fantasme qu'il y a. Et ça sera difficile pour lui pour dire que je suis dans l'opposition maintenant, je veux le gagner en 2024, parce qu'il était en pouvoir et les gens ont vu qu'est-ce qu'il a fait. Mais les problèmes, les conditions qui ont permis à Trump de venir au pouvoir, ils sont toujours là. Ces différences idéologiques, économiques, qui vont continuer, mais au long terme, je crois, comme j'ai dit dans la présentation, que l'idée de le Trumpisme, ne peut pas gagner dans la carte électorale. On a vu la Géorgie, la démographie change. Ils ont élu un démocrate maintenant. Le Texas change. Il y a des cités démographiques dans les cités changent. Et les zones rurales sont plus petits, pas beaucoup une force électorale dans les années qui viennent. Et il y aura entre guillemets cette guerre civile entre les républicains dans les mois qui viennent, entre le Trump et les forces traditionnelles comme Mitchell, comme les Bush, la famille Bush et tous ces noms. Et ça va continuer, mais je crois que Trump n'a pas oublié ce qui s'est passé avec lui. Il sera plus difficile maintenant quand il est hors du pouvoir, avec Biden, avec les républicains. Et il veut être ce héros pour cette tranche de, je ne sais pas, 20% ou 25% qui font tout pour lui. Et il va continuer comme ça. Et je crois que comme c'est le défi le plus rigoureux pour ce système fédéral américain, ce trumpisme, et ça ne va pas finir trop vite. Espérons que ça finira trop vite. Merci beaucoup, Joe Macaron, pour ces réflexions très enrichissantes, très pertinentes sur les perspectives de la politique de Joe Biden et son administration dans le Moyen-Orient. Et pour rebondir sur le populisme dans ses plus mauvaises représentations via l'élection de Trump, j'annonce que nous allons être absents mardi prochain de notre public, exceptionnellement, pour préparer avec succès, j'espère, notre troisième colloque annuel du Carré de Paris, qui aura lieu le 29 janvier, vendredi 29 janvier. Et le titre de cette journée très riche, ça sera « Le populisme arabe et européen, approche comparée ». Et en guise d'exemple, nous allons avoir des interventions de Bertrand Badi, de Razmi Bchara, de François Burga, Alain Grèche, Elisabeth Kassab, Mohamed Masri, Henri Laurence, Pierre-Rosin Vallon, Federico Tarragoni et autres. Ça va commencer à 9h du matin jusqu'à 17h30 de l'après-midi. J'invite notre cher public, notre fidèle public à nous suivre ces jours-là en visioconférence, bien entendu, sur Zoom et en direct sur Facebook. Merci encore une fois, Joe. Merci pour notre cher public et à très bientôt.